Bonjour les passionnés de voyage hors saison et loin des foules. Nous faisons un tour de près de 30 km et de 2 heures. Il y a beaucoup de sections rectilignes près de l'autoroute. On descend à droite et à gauche dans la nature quand on peut. La conduite en ville exige de l'attention. L'enregistrement est condensé en 1 heure de vidéo. La rivière il nous accompagne tout le temps. Une dernière section peu charmante. Ce tour sur la piste cyclable le long de la rivière Inn du village de Kematen à Innsbruck et retour est un classique compromis. André descend donc en voiture à Kematen, c'est à 10 km à l'ouest de la capitale Innsbruck. Ceux qui ont suivi la chaîne et qui ont regardé la vidéo le VTT sur la neige autour de Götzens au Tyrol remarqueront que c'est le même point de départ que la dernière fois. L'avantage ici est que l'on peut y stationner gratuitement. La vidéo en question avait été enregistrée fin 2023 et publiée le 4 avril 2025, le lien est donné en haut. Les possibilités de descendre vers la rivière sont rares. André recherche des endroits potentiels. Le castor a en tout cas commencé à travailler sur un très gros arbre. Il faut donc rouler 10 km vers l'est, traverser la moitié de la ville d'Innsbruck et refaire le tout dans l'autre sens. L'avantage du tour, c'est très plat, le grand défaut, on est presque constamment directement à côté de l'autoroute. Ce n'est vraiment pas une voie verte agréable. Ce tour a été entrepris le 22 janvier 2024. Le paysage serait charmant sans l'autoroute à droite. En tout cas à gauche se trouve une célèbre falaise avec des voies d'escalade et une via ferrata. Elle s'appelle Martinswand. Cette piste cyclable compte parmi celles de premier ordre au Tyrol car elle relie la plupart des villes de la Grande Vallée. Par conséquent, elle est majoritairement goudronnée. En hiver, la neige est chassée et la voie est salée sur des longues portions. On fait ceci sur ce genre de piste cyclable parce qu'elle est destinée aux gens se rendant au travail ou à l'école. C'est bien pensé, mais dans ce cadre, c'est raté. Il y a bien des gens qui roulent ici, mais la fréquence n'est pas du tout relative aux investissements. Bien sûr, cela ne coûte rien comparé à l'autoroute juste à côté. André a un autre souci ici. Il a uniquement un VTT et les vitesses sont surtout optimisées pour la montée. Dans le plat, on plafonne très vite dans la plus grande vitesse à moins de mouliner comme un dingue. Mais l'air est frais, autant rouler tranquillement et ne pas trop geler. Le soleil manque massivement ce jour. C'est aussi très monotone. André ne comprend pas les cyclistes sur route qui ont souvent ce souci de longs trajets uniformes. Il préfère les chemins forestiers défoncés où chaque mètre est un défi. On a en tout cas tout le temps pour réfléchir à tout et à rien. Ou à penser aux problèmes du genou droit qui lui font faire ses tours à vélo depuis quelques mois. Le seul moyen de ne pas sombrer dans des questions existentielles insolubles est d'accélérer parfois, puis de rouler plus lentement, de chantonner ou de chercher des distractions minimes. S'il faudrait faire ce genre de trajet plus souvent, de la musique dans les oreilles serait inévitable. Un de ces divertissements est une aire de repos d'autoroute. Il y a ici des toilettes, mais pas de carburant. Les automobilistes et les camionneurs ne savent bien sûr pas que c'est une piste cyclable et la traversent pour rejoindre les tables en contrebas. Ils sont alors surpris de voir arriver des vélos à 30 km/h. Et qu'est-ce qu'il se passe après l'aire de repos ? La piste cyclable rejoint bien sûr de nouveau l'autoroute de plus près.
André aurait pu faire cet aller-retour 2 fois parce qu'il a bien sûr dû déposer sa veste à recoudre et la reprendre quelques jours après. Mais vu la monotonie, ce n'est pas au programme. Une seule fois suffit. Une petite pause pour se moucher, c'est vraiment la chose la plus embêtante en roulant en hiver. Repartons. On a un petit vent de dos et on roule en direction aval. On perd une quinzaine de mètres sur 10 km. C'est juste psychologiquement utile. Ce qui aide vraiment est le vent d'ouest. Mais André sait aussi qu'il devra prendre le même chemin retour, donc rouler contre le petit vent réel et en monter uniquement arithmétique. Au moins les voitures à droite viennent d'en face. Ainsi on n'a pas l'impression de se faire doubler à chaque seconde. On s'accroche à ce genre de pensée dans cet environnement lamentable. André a trouvé un rythme pour traverser cette monotonie. Mais toi spectateur, ça va te lasser, accélérons donc à 8 fois la vitesse réelle. Si ça avait pu se passer en réalité à cette vitesse, ça aurait été bien agréable. Incroyable comme on peut filer dans le logiciel vidéo. Disons qu'André roulait à 25 km/h, le rendu est ici à 200 km/h. Mais en réalité, André roule lentement, il a donc aussi la possibilité de voir que l'espace entre la rivière et la piste cyclable s'élargit. Rouler en bas sur les galets du rivage n'est pas une bonne idée. Tentons notre chance entre les arbres ici. Il y a des traces de pas, mais cela ne signifie pas que ce soit forcément roulable. Oui, ce slalom change bien de la bande de goudron. On peut presque oublier le bruit de l'autoroute qui n'est pas beaucoup plus loin en réalité. Par moments, les virages sont trop serrés et André reste accroché avec son sac de vélo qui est fixé à l'arrière à gauche. Oui, les troncs se rapprochent et cela se complique. C'est amusant, mais à ce rythme-là, André n'arrivera jamais en ville. Là, ça roule mieux, voyons où cela nous mène. Ce ravin barre le chemin. Il ne continue pas en face. On est donc forcé de remonter en direction de la piste cyclable près de l'autoroute. André retente quand même de suivre les traces qui retournent à la rivière, ça a l'air dense comme avant. Ici il y a même les traces d'une poussette. Mais bon, elle mène dans le lit de la rivière. À droite des branches tombées. Cela ne change pas beaucoup de la forêt au bord de la rivière dans notre village de Götzens. Quelle bataille! Et c'est encore la sacoche qui reste accrochée. Mais il la faut bien pour le casse-croûte et la veste à faire réparer.
Là ça commence vraiment à devenir sportif. Et ça a l'air très bien plus loin devant, espérons. Il faut d'abord lever l'arrière du vélo par-dessus le tronc et redescendre en face. Lors de ce genre de manœuvre, il faut se souvenir qu'André a des problèmes dans son genou droit, le franchissement d'obstacles de ce type dure donc forcément plus longtemps. Nouvel obstacle. Ce n'est pas possible ainsi, il faut chercher à revenir sur la piste cyclable, peu importe sa monotonie. Quelle montagne russe ici? Qui a remué la terre ainsi? On le voit bien, on n'était jamais loin de la voie verte et de l'autoroute. Ici on en est un peu plus loin. Reprenons donc la bande d'asphalte qui devrait mener droit au but. Il faut revenir à la trotte d'avant et trouver quelque chose à occuper son esprit. André réfléchit à la route qu'il va prendre dans le centre-ville. Ce sera un peu plus stressant qu'ici. Le pivotement du guidon avec la caméra montre bien qu'André n'arrive pas bien à retrouver une bonne vitesse de croisière. L'autoroute est beaucoup moins présente acoustiquement dès qu'un immeuble se trouve entre l'autoroute et la piste cyclable. Quelques virages agrémentent le décor, mais bien sûr, on revient très près des voitures et des camions qui filent sur l'autoroute en brûlant du diesel et en rejetant des particules fines et des tonnes de CO2. Tu auras compris que l'asphalte n'est pas le revêtement favori d'André. On arrive à l'ouest de la ville d'Innsbruck. Ici, il y a un peu d'espace et il y a moyen de s'échapper un peu de la piste cyclable sur d'autres voies plus à l'écart. André retrouve de la neige tassée, ça roule bien ici, mais ça secoue aussi les fesses. Au fond, la montagne qui se trouve au sud du village de Götzens, elle s'appelle Seile und Hochspitz. L'autoroute est toujours là, elle aussi. Le sentier nous force de retourner vers la piste cyclable. L'autoroute, l'éternelle accompagnatrice, est de nouveau aux côtés d'André. Abrégeons un peu cette section sans intérêt. Là, il faut reprendre la vidéo. Le premier cycliste qu'André croise. Vu sa barbe, cela doit être un habitué du cyclisme hivernal. Et encore un, incroyable. Cette piste cyclable sert peut-être vraiment à quelque chose. Curieusement, elle est en plus mauvaise qualité quand on approche de la ville, les flaques d'eau gelée sont ici beaucoup plus fréquentes. Quoi dire?
Que André regrette vraiment de ne pas avoir emporté ses écouteurs? Que l'on pourrait peindre l'asphalte de dessins d'hiver? Que André devrait rouler plus vite pour faire passer ce moment fade? Que l'on devrait dévoiler que nous n'avons plus repris cette section de la piste cyclable? Ce n'est sans doute pas une surprise. André monte cette vidéo en février 2025, c'est plus d'un an après avoir roulé là entre la rivière Inn et l'autoroute entre Innsbruck et la Suisse fin janvier 2024. En même temps, nous préparons un autre voyage pour le printemps 2025, la Pologne et les pays baltes. C'est aussi très plat. On aura aussi les vélos avec nous. Faut-il craindre le pire? La coïncidence des publications sur YouTube et le retard que nous avons pris à monter les vidéos et de les mettre en ligne fait que nous serons déjà sur le retour des pays baltes quand cette vidéo-ci sera mise en ligne fin juin 2025. Tu auras pu voir comment tout ceci se sera passé dans les shorts ici sur YouTube et sur notre compte Instagram que l'on trouve aussi sous le nom de Voyage hors saison. On coupe ici selon virage pour arrêter les lamentations. Désormais un mur anti-bruit se trouve entre l'autoroute et la piste cyclable. Il est là non pas pour protéger les cyclistes, il ne faut pas rêver, nous sommes en train d'entrer dans la ville et il y a des habitations à gauche de l'autre côté de la rivière. Le pont devant nous est un pont cycliste. Mais remarques-tu le problème? Oui, il n'y a aucun accès au pont à partir de la voie cyclable. Si on pouvait monter ici, on pourrait quitter cette rive peu charmante. Nous sommes ici sous la sortie d'autoroute à l'ouest de la ville d'Innsbruck. Nous restons donc jusqu'à la fin sur la rive droite au sud de la rivière. Un point positif ici, nous nous écartons de nouveau de l'autoroute qui passe au sud de la ville. Ici se trouve un compteur de vélos qui affiche le nombre de passages de la journée, de l'année et en totalité depuis la mise en service. Malheureusement, la vidéo ne capte pas l'affichage. Le compteur journalier affichait 80 passages à 11h22 ce 22 janvier 2024. Ils ont dû passer plus tôt en matinée. Il y avait ici une discothèque appelée Le Port et la plateforme à gauche ressemble effectivement à un quai. Mais c'est trompeur. De cette plateforme est déversée la neige ramassée en ville dans la rivière. Devant nous se trouve un autre pont. Il est initialement uniquement ferroviaire en haut, mais on a ouvert un passage piéton dans la structure basse. Depuis quelques années, ce passage est élargi pour les cyclistes. Les croisements des deux côtés du pont sont assez dangereux car on ne voit rien. Le cycliste numéro 4. On arrête de compter maintenant, la ville d'Innsbruck est connue pour ses étudiants cyclistes qui bravent toutes les saisons. Voilà le genre de croisement que l'on n'aime pas en tant que cycliste tout comme piéton car la priorité n'est nullement réglée. Devant nous une autre spécialité de la ville d'Innsbruck, les passages piétons et cyclistes sous les ponts routiers avec des chicanes avant et après, avec un plafond très bas et souvent des piétons qui ne savent pas où ils doivent marcher. Le cycliste cherche bien sûr à prendre de l'élan pour remonter en face et il fonce. Et il y a aussi d'autres surprises ici, comme ce petit camion communal. Il s'écarte au moins. Les immeubles qui suivent maintenant à droite font partie de l'université d'Innsbruck ou bien il s'agit d'habitations étudiantes. C'est une ville universitaire car beaucoup de régions limitrophes n'ont pas d'université. Lors de la belle saison ou de manière générale quand il fait beau, cette rive de la rivière est occupée par beaucoup d'étudiants lors de leur pause. Ceux qui étudient ici sont souvent des sportifs et des gens qui aiment la nature. Beaucoup de personnes viennent travailler au Tyrol pour les montagnes autour, même si les salaires sont moindres ici. Cela vaut aussi pour les étudiants.
André fait une pause pour boire. La piste cyclable prendra bientôt fin et il faudra qu'il se lance dans la circulation citadine. À droite se trouve l'ancien immeuble universitaire. Il y en a qui sont pressés sans être équipés. Encore un de ces passages en souterrain. On est maintenant très près du centre-ville. Et la voie cyclable s'arrête. Il s'agit maintenant d'une route étroite à deux sens où le cycliste est vraiment exposé. Il y a aussi toujours le danger des portières qui s'ouvrent. Ici, nous passons la halle du marché couvert. Tôt le matin, les livreurs sont garés ici dans tous les sens. Lui, il n'a pas le droit de rouler ici. Nous passons la place du marché. Bien sûr, la voie cyclable est coupée lors d'événements ici. Devant nous, la rue qui fait le tour du centre historique qui est donc à gauche. Les feux sont optimisés pour les automobilistes. Mais il y a une sorte de voie pour cyclistes, il faut juste ignorer le feu pour la rejoindre. Voici une voie cyclable matérialisée par uniquement la peinture au sol. Voyons ce que cela vaut. Distance de sécurité, néant. L'idiotie ici, les voitures doivent tourner à droite et bouchonnent toujours, les cyclistes peuvent tourner à gauche. On voit bien le problème programmé. Devant nous le passage piéton principal de la ville d'Innsbruck. Il est large, il est double et sans feu. Une zone de rencontre bien classique, mais non officielle. Les gens traversent dans tous les sens parce qu'il n'y a que les transports en commun, les taxis et les vélos qui ont le droit de rouler ici. Le slalom est aussi de rigueur en ville. C'est bien d'avoir des pneus VTT pour ne pas craindre les rails des trams.
Voilà une vraie zone de rencontre à 20 km/h. Ici, c'est une zone piétonne autorisée aux cyclistes, mais il faut faire attention à tout et à tout le monde en y passant. Ce croisement comporte une entrée à un garage souterrain. Les voitures ne sont que concentrées à entrer ou à sortir du trou et ignorent tous les piétons et cyclistes. Parmi tous les marquages au sol à cause des travaux commence une bande cyclable comme on ne les aime pas, trop étroite, les voitures empiètent toujours dessus et de l'autre côté il y a toujours le risque qu'une portière ne s'ouvre. André garde donc ses distances et occupe la rue. Heureusement que le magasin est là à gauche. Oui, il n'y a pas assez de place pour stationner correctement son vélo en ville. Les voitures occupent toujours et encore trop de place. Le monument de la Libération n'est pas un reste de l'époque nazie remodelée. Il est érigé de 1946 à 1948 par des artistes et artisans tyroliens, à l'initiative et grâce au financement des forces d'occupation françaises en Autriche, sur les plans du major Jean Pasco, architecte du gouvernement militaire français de l'ouest de l'Autriche jusqu'à 1955. Il est dédié à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la libération de l'Autriche de la dictature nationale socialiste, donc la maigre résistance et les forces alliées. Ici le monument rappelant le pogrom nazi le 9 novembre 1938 à Innsbruck. 4 personnes ont été assassinées ce jour. La place centrale a été réaménagée et massivement bétonnée lors de sa rénovation en 2010. C'est péniblement éblouissant en été. Mais les formes ondulées ont trouvé des adeptes inattendus, les skateurs. André reprend le chemin retour. En ville, cela ressemble d'abord à l'allée. Cette place, appelée Bötznerplatz, est en travaux depuis des années. André peut se juger heureux qu'il n'y ait pas trop de circulation automobile ici. Ce garage souterrain et toutes ces places de parking dans un cul-de-sac occasionnent un trafic et une occupation dingue du sol public. En face, le musée dans un bâtiment imposant de 1842 avec grande collection allant de l'âge de la pierre à nos jours. Voici une des vues classiques de la ville d'Innsbruck, l'agitation citadine et à l'horizon les montagnes qui attirent tant de gens. Cette rue est interdite à la circulation automobile normale, mais cela ne veut pas dire que c'est tranquille, c'est une des rues commerciales les plus importantes de la ville. Tentons de fuir cette zone. On traverse ici une aile du palais impérial baroque. Encore un des automobilistes ignorants. Il aurait pu laisser sortir André sachant qu'ils doivent quand même s'arrêter pour les piétons plus loin. Le permis de conduire devrait comporter des heures de conduite à vélo pour leur faire prendre conscience. À gauche toujours le palais impérial qui délimite ici le vieux centre-ville. Nous sommes donc à l'extérieur.
Le long immeuble couleur brique abrite le centre de congrès de la ville. Cette longue ligne droite rejoint la rive sud de la rivière Inn sur une section que nous n'avons pas encore parcourue ce jour. Au fond, les montagnes calcaires appelées Nordkette, c'est-à-dire chaîne nord. À gauche, la station souterraine du funiculaire montant vers la Nordkette. L'immeuble a été conçu par Zaha Hadid en 2007. En face recommence une voie cyclable séparée de la route. Nous revoilà au bord de la rivière. En face, au fond, de nouveau la montagne scellée au pied de laquelle se trouve le village de Götzens. La direction est donc la bonne. Cette piste cyclable est ici très plaisante. En passant ce croisement, on arrive de nouveau sur la place du marché. De l'autre côté de la rivière se trouvent les maisons historiques colorées du quartier Maria Hilf. André se ravise et fait demi-tour pour passer le pont. Il y a aussi une piste cyclable sur la rive nord de l'Inn. Il ne prend pas la voie cyclable sur le trottoir car il veut tourner au fond à gauche. Cela n'est pas du tout légal, mais la piste cyclable se trouve à gauche directement sur la rive. En prenant les voies indiquées, on tourne en rond et on se prend tous les feux rouges du croisement. Voilà, c'est abrégé et on n'a gêné personne. Nous voyons maintenant les maisons de Maria Hilf d'un peu plus près. Elles sont aussi célèbres pour leurs oriels en encorbellement. La voie cyclable sur cette rive est plus fréquentée. Cette piste cyclable n'est pas toute jeune. On passe ici sous des immeubles des années 1980. En dépit de leur style douteux, il s'agit d'appartements très chers. Cette rive est plus tranquille, les gens se baladent plus ici que sur la rive sud. Il y a ici aussi, bien sûr, des passages souterrains pour piétons et cyclistes. Ils sont ici encore plus étroits que sur la rive sud.
Ici une section de la piste cyclable sur route. On ne voulait décidément pas sacrifier ces places de parking. Voilà, ça reprend et on commence à sortir peu à peu de la ville dense. Du moins, il y a un peu d'espace pour des aires de jeu. Peut-être un bon endroit pour une pause. Midi approche. D'abord boire, car on transpire en dépit du froid. Le bonnet sous le casque d'été sera bientôt remplacé par un casque hiver. C'est en fait un casque de ski. Mais il est autorisé pour la conduite à vélo. Pour son casse-croûte, André ouvre un paquet de biscuits Bonne Maman. Non, on ne peut pas en acheter en Autriche, c'est un reste de nos congés en Bourgogne et en Champagne à la Nouvel An. Continuons notre périple. Il fait froid, cela ne change pas. Maintenant, en quittant progressivement la ville, on sent aussi la brise de l'ouest qui vient maintenant désagréablement d'en face. Les racines des arbres créent des bosses dans l'asphalte de la voie cyclable. Ici de nouveau le pont ferroviaire avec la voie piétonne et cyclable au-dessous. Les immeubles sont ici plus bas parce que nous approchons l'aire de l'aéroport à l'ouest de la ville. Ici se trouvent quelques maisons et appartements très chers. Ce sont ceux que le mur anti-bruit de l'autre côté de la rivière protège des nuisances sonores de l'autoroute. Ils ont cependant le bruit des avions atterrissant et surtout décollant non loin à l'ouest. La voie cyclable manque ici, sans doute aussi à cause de ces maisons et des relations de leurs habitants. Une voie cyclable doit être dans le domaine public et cette route ne l'est sans doute pas. Il y aurait en tout cas assez de place pour une voie cycliste bidirectionnelle. C'est encore une de ces sections fades où André regrette de s'être engagé sur ce long aller-retour par cette journée grise. Là encore une situation idiote. Interruption à cause d'immeubles construits trop près de la rive pour faire passer la voie cyclable. Cela rappelle fort les sentiers du littoral qui doivent contourner des constructions à l'encontre de la loi littorale.
Et bien sûr, sur ces routes on perd toute priorité. Ce n'est pas ainsi que fonctionnent des bonnes voies cyclables. Ici à gauche le fameux pont cyclable sans possibilité de redescendre sur la voie cyclable de la rive sud. Nous avons le droit de reprendre une voie interdite aux voitures hors riverains. Ça non plus, ce n'est pas une voie cyclable sérieuse. Les panneaux changent toutes les minutes. Impossibilité de suivre. On passe ici le centre sportif universitaire. Beaucoup de gens se promènent en dépit de la météo et du jour en semaine. Normalement, il y a ici beaucoup plus de promeneurs, dans ce cas cela ne roule pas aussi facilement que maintenant. On ne va pas te cacher qu'André s'ennuie massivement sur ses voies droites et uniformes. Coupons ici 2 pénibles minutes trop fades. Voit-on une différence? Non. Bon, c'en est assez, changeons un peu de voie.
Oui, c'est forcément plus fatigant, mais cela change un peu la vue et il faut aussi faire un peu attention où l'on roule. Vois-tu le monocycle en bas à droite? Ça paraît fort incommode quand même. André doit regarder sa carte OSM pour décider de la voie à choisir. Il reste sur la voie enneigée en principe interdite à la circulation. Le revêtement et la fine couche de neige ne changent pas. On a au moins la vue sur la rivière du haut de la digue. On revient finalement sur la voie d'avant qui contourne ici l'aire clôturée de l'aéroport. On passe ici dans l'axe de la piste d'atterrissage principale de l'aéroport. André essaie de descendre ici vers la berge. Une marche sérieuse est à gérer et on ne sait pas ce qui se cache sous la neige. Ces galets sont vraiment difficiles à gérer en vélo. Le guidon saute dans tous les sens et la roue arrière dérape souvent. Oui, la roue avant est dans la rivière. Bon, il faut repartir d'ici, ce n'est pas évident sans élan. On perçoit un peu de couleur bleue dans l'eau et ce en dépit du ciel gris.
Le sable est dur, mais André reste prudent, on peut rester planté ici à tout moment. Il faut retrouver à peu près le même endroit pour remonter sur la voie cyclable. Non, la vidéo ne passe pas au ralenti. Le terrain est extrêmement irrégulier. Il faut reprendre un peu de vitesse et faire de la distance. Plus loin devant, il faudra franchir la rivière avec quelques détours qui font aussi perdre du temps. On peut se demander si c'est malin de se garer gratuitement si loin de la ville et de prendre tant de temps pour l'aller et le retour à vélo. Des gens en camping-car peuvent avoir besoin de ce genre de moyens, car se garer dans la ville d'Innsbruck est cher. Il faut savoir que tout le territoire communal de la ville est une zone bleue payante. La zone artisanale de Kematen, d'où André est parti le matin, est un des seuls endroits pour stationner gratuitement et légalement pour plus longtemps. Le détour comporte aussi une montée inattendue sur ce tour plutôt plat. Tout ça pour redescendre tout de suite après, mais quelle farce! Bon, là il faut rouler près de la route, cela restera ainsi quelques centaines de mètres car on traversera aussi l'autoroute sur un pont. On passera aussi les deux ronds-points annoncés, mais la piste cyclable les contourne sur une voie dédiée à gauche. Voilà le pont sur la rivière Inn. La montagne au fond s'appelle Roskogel, elle sépare la vallée latérale Selren de la vallée de l'Inn. La montagne est donc au sud de la vallée principale. Ce passage un peu étroit et peu charmant est bien le premier pont sur la rivière après le pont ferroviaire que nous avons passé 20 minutes plus tôt. Ici, entre les deux ronds-points, se trouve un autre compteur de cyclistes. Il est tout aussi illisible sur la vidéo. André n'a pas pris à gauche à la bifurcation au compteur. Il ne peut donc plus enfiler la piste cyclable de l'allée. Son idée est de rouler plus loin au sud entre les champs pour rejoindre le point de départ à Kematen. Pour cela, il faut d'abord quitter le grand espace commercial de Fels vers le nord-ouest. C'est ici à droite.
Ce n'est pas une piste cyclable, mais un chemin agricole non dégagé en cas de neige et non salé. On avertit carrément du verglas potentiel. André est ainsi directement dans les champs. Il s'agit d'une ligne quasiment droite de près de 4 km. Il n'y a pas d'arbres, pas de bancs, rien, juste cette vue qui tourne progressivement vers l'ouest. Le bruit que l'on entend provient d'un avion qui décolle de l'aéroport. Le petit vent d'ouest vient maintenant bien d'en face. André regrette encore de ne pas avoir pris ses écouteurs avec. Ce serait le cadre idéal, il n'y a personne, pas de virage, pas d'arbre en travers. On voit en face à droite la falaise Martin Swan et l'autoroute à son pied. C'était le chemin de l'aller 2h30 plus tôt. On approche de l'autoroute et on entend de nouveau le bruit. C'est vraiment un fléau dans une vallée alpine. Un semblant de virage s'annonce devant. Ce chemin agricole a l'air monotone, mais André a pris l'habitude et il sait que ce chemin mène de manière un peu plus directe au but, cela lui donne un peu d'énergie pour avancer plus vite. Un promeneur, quelle surprise ici! Et même un banc, quelle bêtise je disais avant. Ça s'anime ici. Le bruit bas continu provient des pneus de VTT sur l'asphalte. Non, ce n'est pas le vélo idéal pour ce terrain. En achevant le long virage, nous nous orientons de nouveau vers la montagne Roskogel. André est au kilomètre 24 de 28 en somme et ça fait près de 3 heures qu'il est en route avec peu de réelles pauses. Il sent cela aussi dans ses jambes. Il n'a pas l'habitude de faire des tours de cette distance, il se concentre plutôt à faire 30 à 45 minutes de vélo par jour autour de son village, cela lui fait 6 à 8 km avec un peu plus de dénivelé. Le genou droit abîmé ne montre pas de faiblesse, mais il le sentira bien en soirée. Non, André n'est pas bon chanteur, ni bon siffleur. Cette longue vue dans la même direction montre aussi que la couverture nuageuse ne bouge pas du tout. C'est déprimant. André avait le choix de quelques jours pour cette mission à Innsbruck et ils étaient tous de météo moyenne. Au moins, il ne pleut pas là. Autre pépin en perspective, la GoPro filme presque en continu et la pile lâchera pour le dernier morceau. On aurait mieux fait de couper quelque part ici. Faisons-le au moins pour toi spectateur endurant. Une petite boucle pour voir dans le hangar où sont rangés les gros tuyaux d'arrosage des champs. Qu'est-ce que l'on ne fait pas pour se divertir un peu? C'était peut-être mieux au bord de la rivière. Cette grande plaine agraire à l'ouest de la ville est une grande zone de production de légumes. Des champs encore plus étendus se trouvent à l'est de la ville. Avec les serres, on tente d'allonger la saison de production. Là, en janvier, rien ne pousse bien sûr. Un changement de direction s'annonce là devant.
Tentons de garder le cap au plus près. On dirait que ça continue bien dans la bonne direction. Mais la carte d'André annonce un ennui plus loin devant. La route semble tourner à gauche alors qu'il désire avancer tout droit. C'est l'ennui avec les chemins agricoles qui ne sont nullement des axes de passage continu. Il reste des accès aux champs qui peuvent prendre fin en plein milieu ou tourner subitement. Dans le cas présent, le champ devient moins large devant et le chemin central n'est donc plus nécessaire. Mais André a appris ces derniers mois qu'un VTT est vraiment passe-partout, surtout ici dans le fond plat de la vallée. Il ne se soucie donc pas de la tournure que ça prendra loin devant, il s'en occupera le moment venu. Pour l'instant, c'est le programme classique, avancer en ligne droite et compter les pylônes électriques. Mais ça sent aussi déjà la fin. Les immeubles jaunâtres au fond à gauche font partie de la zone artisanale où André stationne avec sa voiture. Il vise cependant les bâtiments gris un peu à droite. Oui, là devant, la bande d'asphalte tourne en angle droit vers la gauche. La carte n'est donc pas fausse. Voyons s'il y a un semblant de chemin ancien qui continue tout droit. C'est parfois le cas dans des situations similaires. Non, il n'y a pas de chemin, mais on voit des traces de pas de gens qui avaient continué ici dans la direction logique. André suit donc ces traces de pas. Il passe à travers champs. C'est interdit en principe, mais actuellement, le sol est gelé à une vingtaine de centimètres. On n'abîme donc rien en passant ici. Non, dévions, les cultures sont trop hautes devant et les sillons trop profonds. On est forcé de retourner près de l'autoroute, mais ce n'est que pour un court instant. En bordure des champs se trouve un autre chemin agricole. Il est en tout autre état cependant. Voilà encore un petit défi juste avant d'arriver, ne pas se casser la gueule ici inutilement. L'alternance de sillons de pneus de voiture et de flaques gelées est stressante, on ne peut pas tourner et dévier quand on veut. Ça a l'air très simple dans la vidéo, mais ça ne l'est pas en réalité. Nous sommes presque arrivés, mais la pile de la caméra rend l'âme dans quelques secondes. C'était donc une tentative de faire du VTT dans la vallée de l'Inn aux abords de la capitale. Ce n'est pas idéal à nos yeux, même en n'y voyant qu'un moyen de transport. Mais les quelques détours étaient quand même amusants. La prochaine vidéo sera par beau temps, au printemps et bien sûr toujours à vélo. Des liens se trouvent à la fin de la vidéo et dans la description. À bientôt sur Voyage hors saison.